Aujourd'hui, on va parler d'assurance. Alors, il y a une question qui revient souvent dans les assurances. Comment l'assurance vie me protège-t-elle si au final, ce sont mes proches qui en profitent? Donc, c'est un peu à cette question qu'on va essayer de répondre. Comment l'assurance vie me protège-t-elle si au final, ce sont mes proches qui en profitent? Si vous êtes si vous avez des assurances, vous allez vous rendre compte que généralement, on prend une assurance vie et à la fin, c'est les bénéficiaires qui en profitent. L'assurance vie lorsque vous avez travaillé énormément, vous avez acheté une maison et que vous aimeriez léguer cette maison à vos enfants. Si vous vivez au Canada, vous devez savoir ce qu'on appelle la disposition présumée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes décédé, le gouvernement considère que vous avez utilisé tous vos biens et à la juste valeur marchande. Ce qui fait en sorte que vous serez imposé la moitié du montant de vos biens que le gouvernement estime que vous avez utilisé à leur juste valeur marchande. Vous serez imposé la moitié de ce montant-là. Cette juste valeur marchande-là sera calculée et vous serez imposé sur la moitié de ce montant-là. La moitié du bénéfice que vous aurez fait sur, sur vos actifs. Donc, c'est un peu ça. Et si vous décidez de léguer cette maison à vos enfants, ils vont devoir payer de l'impôt. Et vous savez que lorsque vous achetez une maison, 10 ans plus tard, elle a pris de la valeur. Vous avez acheté une maison en 2025 qui valait 500 000 dollars. En 2050, pour ceux qui sont au Canada, vous savez que lorsque vous achetez une maison, elle va prendre de la valeur. C'est ça, c'est votre actif. Votre maison, elle va prendre de la valeur et automatiquement, lorsque vous allez vouloir la léguer à votre enfant, vous allez être... votre enfant va payer des impôts. Mais où est-ce qu'il prend de l'argent pour payer un impôt sur cette maison? Par exemple, un impôt de 100 000 dollars sur cette maison-là. Où est-ce que votre jeune enfant, ou alors même votre enfant qui travaille, qui a sa propre famille, où est-ce qu'il va prendre de l'argent pour payer l'impôt sur la maison que vous lui avez léguée? C'est à ça que répond parfois, lorsqu'on dit que l'assurance vie, c'est pour protéger ce que vous avez bâti. Vous avez bâti une maison, vous avez acheté une maison, vous avez bâti un patrimoine avec cette maison. Mais lorsque vous laissez cette maison à votre enfant, il n'est pas capable de payer les impôts de cette maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revendre la maison. Il va revendre la maison et là, vous allez perdre tout ce que vous avez bâti. Parce que la valeur de cette maison-là, vous voulez la léguer à vos enfants. C'est un héritage que vous voulez laisser à vos enfants. Mais faute de moyens, ils n'ont pas assez d'argent pour payer les impôts de cette maison. Ils ne peuvent pas payer les impôts, ils ne peuvent pas la garder, alors ils vont la revendre. Et de là, vous avez perdu votre patrimoine. Or, à la base, lorsque vous avez acheté cette maison, c'était pour léguer un patrimoine à votre famille. Donc, vous voyez que vous allez laisser, euh, euh, vous voulez laisser un patrimoine à vos enfants. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez d'argent pour payer les impôts de cette maison. Ils vont revendre la maison. Et pourtant, si vous aviez pris une assurance vie, à hauteur, par exemple, vous savez que les impôts de cette maison, lorsque vous l'évaluez à sa juste valeur marchande et que vous vous rendez compte que cette maison pourra coûter, par exemple, 150 000 dollars d'impôts qu'elle pourra demander à vos enfants, alors vous prenez une assurance vie à hauteur de 150 000 dollars que vous allez laisser à vos enfants en héritage pour conserver le patrimoine que vous avez mis tant d'années à bâtir, que vous avez mis tant d'années à bâtir. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça que lorsqu'on dit que l'assurance vie, c'est une stratégie, c'est parce que vous laissez quelque chose, vous protégez un patrimoine que vous avez bâti pendant longtemps pour éviter que ce patrimoine-là ne soit vendu faute de moyens. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous voulez laisser un héritage financier à vos enfants parce que vous ne voulez pas que vos enfants commencent de nulle part. Vous savez, il est très difficile parfois même de se retrouver sans rien. Ou alors,
Vous avez un enfant qui a l'esprit entrepreneurial, mais qui n'a pas de fonds. Il va aller commencer son entreprise, son entrepreneuriat en s'endettant. C'est vraiment parce que vous ne lui avez rien laissé. Or, si lorsque vous étiez vivant, lorsque vous étiez en forme et lorsque vous étiez assurable, parce qu'il faut le noter, on n'est pas toujours assurable. Il peut arriver qu'on ne soit pas assurable. Lorsque il arrive que vous êtes encore assurable, vous avez des enfants et que vous voulez leur laisser quelque chose pour qu'ils ne commencent pas de zéro, vous prenez une assurance vie. Prenez une assurance vie comme un héritage financier, un legs financier que vous voulez laisser à vos enfants pour qu'ils ne commencent pas de nulle part. Ça, c'est un deuxième point. C'est pour ça, lorsqu'on vous dit que l'assurance vie, c'est un acte d'amour, c'est un geste d'amour, c'est parce que vous ne voulez pas que vos enfants, par exemple, pour l'achat de leur première voiture, lorsque vous n'êtes plus là, qui se retrouvent à aller prendre une voiture en financement. On sait ce que ça coûte. Vous êtes en train de payer l'auto, vous payez l'assurance, vous payez le financement et les intérêts. Vous imaginez un peu, si votre enfant, par exemple, fait de grandes études dans des grandes universités qui coûtent un peu cher, on sait tout ce que ça coûte au Canada, les études postsecondaires. Il va aller prendre cet argent de cette assurance vie-là et que vous n'êtes plus là pour aller utiliser cela. C'est un legs financier. Il a fini ses études pendant que vous étiez encore vivant et puis maintenant vous n'êtes plus là, mais il veut entreprendre. Il n'a pas d'argent. Il veut financer son projet, mais il n'y a personne qui lui fait confiance pour le moment pour financer son projet. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller emprunter de l'argent à la banque avec de forts taux d'intérêt. Alors que si vous lui avez laissé un legs financier, un héritage financier, il n'aurait pas eu besoin d'utiliser cela. Votre enfant, vous voulez lui laisser quelque chose pour qu'il ne commence pas de zéro. Il y a votre femme qui a encore, que ce soit votre femme ou que ce soit votre mari, votre conjoint, qui qui lui est encore là, mais vos enfants sont adultes et ils veulent acheter leur première propriété. Malheureusement, ils n'ont pas encore assez d'argent pour avoir la mise, pour pouvoir mettre une mise de fonds de côté. Votre assurance vie que vous leur avez laissée peut représenter pour eux la mise de fonds. C'est ça pour un enfant, ne pas repartir de zéro. C'est qu'il sait que son père lui a déjà laissé la mise de fonds. Il sait que son père lui a déjà laissé la mise de fonds. Alors, il ne va pas aller recommencer de zéro, il n'aura qu'à payer le mortgage. Ça, c'est un deuxième point. Et troisième point, et non le moindre, lorsque les gens disent que l'assurance est bien beau, mais c'est seulement pour ceux qui restent et moi, je n'en bénéficie pas. C'est parce que vous n'avez pas la bonne information. C'est parce que vous n'avez pas dealé avec votre conseiller en sécurité financière. Lorsque vous avez un conseiller en sécurité financière, il va faire votre analyse des besoins. Il va faire votre analyse complète. Ce que nous appelons généralement ABF. Et dans cette ABF, dans cette analyse des besoins financiers, il va pouvoir déceler quelle est l'assurance qui vous sied en fonction de vos objectifs. Est-ce que vous voulez investir dans 10 ou 15 ans? Lorsque quelqu'un veut investir dans 10 ou 15 ans, il ne va pas prendre il ne va pas prendre une assurance temporaire. Il va prendre une assurance vie permanente, participative. Et cette assurance vie-là lui donne la possibilité, d'utiliser sa valeur de rachat de son vivant et ne pas payer d'impôt là-dessus, sur cet argent-là. Mais ça, il faut le savoir. Si vous n'avez pas de conseiller en sécurité financière qui vous dise qui va venir vous dire l'assurance qui est importante pour vous en fonction de vos objectifs, voici l'assurance qui sied à vos objectifs. C'est pour ça que vous avez l'impression que l'assurance est seulement pour ceux qui vont rester. Non, l'assurance, vous pouvez aussi l'utiliser de votre vivant. Mais encore faut-il savoir comment. Tout dépend de vos objectifs. Lorsque vous allez vers un conseiller en sécurité financière et que vous lui dites que moi, mon objectif en prenant cette assurance, c'est de remplacer mon revenu si jamais moi, je n'étais plus là et que mon conjoint se retrouvait à, par exemple, devoir éduquer nos enfants seuls
élever nos enfants seuls et que, par exemple, elle doit prendre les services d'une nounou, elle doit prendre des services de garde ou alors qu'elle doit arrêter le travail parce que je ne suis plus là pour prendre soin des enfants. Ça, c'est un objectif. On va venir mettre le remplacement de revenus. Il y a une autre personne qui va venir et qui va dire, moi, mon objectif, c'est d'investir dans 10 ou 15 ans. Je veux investir. Je veux faire telle ou telle chose dans 10 ou 15 ans. Et là, votre conseiller va vous dire, OK, avec une assurance vie permanente, participative, vous pourrez utiliser votre valeur de rachat à partir d'un certain nombre d'années. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a maximisé son CELI, qui a maximisé son réel, vous voyez, et qui a de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui voudraient investir quelque part. Soit il va vous dire de prendre, il va vous proposer, votre conseiller en sécurité financière va vous proposer une assurance vie universelle qui a une partie investissement et une partie assurance, tout en sachant que la partie investissement, vous pourrez l'utiliser de votre vivant et la partie assurance, vous pourrez l'utiliser pour votre succession. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez utilisé votre assurance vie de votre vivant et vous avez laissé une partie pour la succession. Ça, c'est parce que vous n'avez pas de conseiller en sécurité financière. Lorsque vous avez un conseiller, il vous dit, il va prendre en compte vos objectifs. Maintenant, une autre personne va venir et va vous dire que moi, mon objectif, c'est de protéger mon patrimoine. Avec votre conseiller, il va évaluer quelle est la valeur de ce patrimoine. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir prendre une assurance qui va venir payer les impôts qu'on va demander ou que le gouvernement va réclamer à votre succession après votre décès. Vous voyez que c'est ça, ce sont des stratégies dépendamment de l'objectif qu'on veut atteindre avec son assurance vie. Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que l'assurance vie, c'est pas seulement pour c'est pas seulement pour votre succession, pour votre bénéficiaire, mais tout est fonction de vos objectifs. Les objectifs que vous voulez atteindre vont déterminer quelle est l'assurance qui correspond à vos objectifs. Pour quelqu'un qui veut protéger son patrimoine, pour quelqu'un qui veut utiliser son assurance vie de son vivant, il ne va pas prendre la même assurance vie que quelqu'un ou alors que quelqu'un qui veut juste se protéger pour le temps qu'il est vivant. Pour quelqu'un qui veut laisser un héritage à ses enfants, il va prendre une autre assurance vie. Pour une autre personne qui veut assurer un remplacement de revenus à son conjoint, à ses enfants, pour pouvoir payer les frais universitaires au cas où il n'est plus là, pour pouvoir remplacer son revenu au cas où l'un des conjoints venait à ne plus être là, ce sera différent pour quelqu'un qui veut investir. Vous voyez que c'est pour ça qu'il y a des différents types d'assurance de personnes. Il y a l'assurance vie temporaire, il y a l'assurance vie T100, 100 ans, il y a l'assurance vie permanente, il y a l'assurance vie permanente avec valeur de rachat, c'est-à-dire l'assurance vie participative. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'assurance vie universelle, celle-là qui combine investissement et assurance. Mais ce n'est pas tout le monde qui est éligible à cette assurance-là. Vous devez avoir maximisé votre CELI, vous devez avoir maximisé votre réel. Vous devez avoir déjà investi de l'argent quelque part et en avoir encore. Vous devez avoir ouvert des réels pour vos enfants. Vous voyez? Vous avez peut-être une première propriété que vous avez déjà achetée. Alors là, il y a des conditions à remplir pour pouvoir prendre une assurance vie universelle. Et ça aussi, c'est fonction des objectifs qu'on veut derrière cette assurance-là. Et lorsqu'on dit que l'assurance vie, c'est un acte d'amour, c'est un geste d'amour, c'est parce que on se dit que si aujourd'hui on n'est plus là, si demain on n'est plus là, est-ce que les gens que j'aime auront les moyens de continuer à vivre décemment comme ils le font maintenant que je suis là? Et ensemble, on va se fixer cet objectif, mettre sur pied une bonne assurance. Parfois, des gens viennent, ils vous disent, moi, je veux juste une assurance pour moi.
Est-ce que vous savez qu'il y a des assurances que vous pouvez faire acheter pour vos enfants et leur offrir à leurs 18 ans comme cadeau? Vous payez l'assurance vie de vos enfants pendant 20 ans. Lorsqu'il atteint la maturité, vous prenez, vous lui donnez, vous lui dites que c'est ça que j'ai décidé de t'offrir. Je ne sais pas ce qui va t'arriver demain, je ne sais pas comment est-ce que tu seras, mais j'ai voulu conserver ton assurabilité. Alors, tu es assuré. Maintenant que tu es adulte, sache que tu es assuré à vie. J'ai fini de payer ton assurance. Et dites-vous que votre enfant, parce que lui, vous lui aurez offert une assurance vie permanente participative. Lorsqu'il atteindra ses 35 ans, la valeur de rachat de cette assurance que vous aurez pris il y a 30 ans pour lui, lui, à son tour, il pourra utiliser cette assurance, cette valeur de rachat-là pour investir dans ses projets de son vivant et il restera toujours assuré à vie. Est-ce que vous voyez un peu ça? Est-ce que vous comprenez comment est-ce que l'assurance vie se passe? Salut Chaka. Est-ce que vous voyez un peu comment l'assurance vie se passe? Donc, l'assurance vie, c'est vrai, on vient, on la balance. Assurez-vous, c'est pour votre bien. C'est notre métier. Il faut bien que quelqu'un vous présente les assurances. Alors, ne nous stigmatisez pas avec le fait que, oh, vous venez. Le fait de vous proposer des assurances, au final, c'est pas nous qui les gagnons. C'est pas nous qui gagnons derrière ces assurances-là, mais c'est vous. C'est juste que il faut bien que quelqu'un vienne vers vous pour vous expliquer ou pour vous présenter les assurances. Et j'aimerais aussi préciser que lorsqu'on parle d'assurance, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'assurance. L'assurance assure un risque futur. Merci chacun. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'assurance. S'il n'y avait aucun risque, il n'y aurait pas d'assurance. Théo, pour ou contre la légalisation du cannabis, je ne sais pas. J'en consomme pas, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Honnêtement, je pourrais pas. C'est vraiment pas un domaine, c'est vraiment pas moi. Je pourrais vraiment pas me prononcer là-dessus, désolé. Donc, dépendamment, comme je disais, dépendamment de vos objectifs, les assurances sont fonction de vos objectifs. Protéger son patrimoine. J'ai bâti, j'ai des immeubles locatifs, j'ai des maisons, mais je vais laisser tout ça à mes enfants. Mais quand je vais partir, mes enfants devront payer les impôts de tous ces immeubles, de tous ces immeubles-là. Mais où est-ce qu'ils vont aller prendre l'argent pour payer les impôts? Les impôts qui peuvent aller jusqu'à 500 000 $ parce qu'on a un immeuble locatif et puis son propre appartement. On va laisser tout ça parfois, par exemple, à un ou deux enfants, mais ils vont prendre l'argent où pour payer les impôts? Ça, on met sur pied une stratégie. On va évaluer la juste valeur marchande de vos actifs et de là, on pourra déterminer le montant du capital que vous allez venir prendre dans votre assurance pour que vos enfants puissent continuer de bénéficier ou alors conserver le patrimoine que vous avez bâti au prix du labeur. C'est ça l'assurance. Maintenant, pour quelqu'un d'autre qui dit, moi, cette assurance-là, je veux pouvoir utiliser sa valeur de rachat de moi. Je veux pouvoir utiliser mon assurance de mon vivant. Alors, on va vous prendre une assurance vie permanente avec valeur de rachat, sachant que cette valeur de rachat-là, vous pourrez l'utiliser de votre vivant. C'est exactement ce qui se passe pour ceux qui prennent l'assurance vie universelle. Il y a une partie investissement et il y a une autre partie assurance. Mais il faut être éligible à cette assurance-là pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir prendre une assurance vie universelle. Mais l'assurance vie permanente participative, elle aussi, a une partie assurance et une partie investissement, sauf que là-bas, il y a il n'y a pas beaucoup de flexibilité, vous voyez. Tout est déjà déterminé, tout est prédéfini. Donc, c'est un peu ça. Et là, ça ne change pas parce que vous allez pouvoir venir prendre cette assurance, votre valeur de rachat et l'utiliser de votre vivant. Maintenant, comment les stratégies pour qu'on puisse utiliser cette valeur de rachat sans payer d'impôts, ça, c'est des stratégies
que vous allez voir avec votre conseiller en sécurité financière. Donc, je vous invite pour ceux qui sont là d'aller voir vos conseillers et de leur demander, ou si vous voulez que ce soit moi, vous pouvez me contacter, ou alors allez voir vos conseillers, mais posez-leur la question, comment est-ce que je peux utiliser mon assurance vie de mon vivant? C'est quoi la stratégie? C'est quoi cette assurance-là que je peux utiliser la valeur de rachat de mon vivant? Je ne sais pas si j'ai répondu, si j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Mais je voulais vraiment qu'on clarifie ensemble que les assurances, ce n'est pas seulement pour, comme les gens se disent, lorsqu'on dit protégez-vous, assurez-vous. Bah oui, assurez-vous parce que lorsque vous assurez votre conjoint. Lorsque votre conjoint s'assure, c'est vous qui l'assure. Parce que lorsque vous êtes un couple, là, l'un et l'autre, vous êtes bénéficiaire de l'assurance de l'un et l'autre. C'est-à-dire, en cas de décès, l'un bénéficie de l'assurance de l'autre. Cela va remplacer le revenu. Prenons un exemple d'une famille qui fait ses projets pour, par exemple, qui ont 4 ans, prenons le minimum 2 enfants, vous voyez. Ils ont 2 enfants et ils veulent que ces enfants fassent des grandes universités. Ils veulent acheter leur première maison et ils veulent aussi avoir des vacances dans, je sais pas, dans tel ou tel nombre d'années. Ils font des projets ensemble. Le monsieur fait 75 000 $ l'année. La dame fait, on va prendre des chiffres ronds, hein. Elle fait 75 000 $ l'année. Vous voyez que ce couple-là, lorsqu'ils font leur projet, ils font des projets sur 150 000 $. On est d'accord? Première année, ils investissent, ils ouvrent des CELI, ils ouvrent le RIE, ils ouvrent les RIE des enfants pour pouvoir aller dans ces universités parce qu'ils veulent offrir la possibilité à leurs enfants de pouvoir faire de grandes études parce qu'ils se rendent compte que les enfants sont très éveillés et qui sont très, comment on dit, attirés côté études. OK? Ils ont les RIE pour leurs enfants. Ils ont un CELI pour leurs vacances et ils ont un compte d'épargne pour leur fonds d'urgence. Ils ont ouvert un CELIAP pour l'achat de leur première propriété. Maintenant, dites-moi, ils investissent, ils mettent de l'argent dans tous ces comptes-là et ils ont budgétisé cela sur 150 000 $ qui représentent le ménage. Maintenant, si un des conjoints arrivait à décéder, on paie 75 000 $ et tous les projets qui ont été bâtis sur 150 000 $ se retrouvent à l'eau. Parce que le conjoint survivant va se retrouver seulement avec 75 000 $. Il n'aura plus 150 000 $. On est bien d'accord là-dessus? À ce moment-là, lorsque le conjoint survivant se retrouve avec 75 000 $, il ne peut plus continuer avec les projets qu'ils avaient établis au début. Tout tombe à l'eau. Tous les projets tombent à l'eau. Il ne pourra plus aisément cotiser au RIE des enfants. Il ne pourra plus cotiser au CELI. Il ne pourra peut-être plus cotiser au CELIA. Le projet d'achat de la première propriété, il va tomber à l'eau. Le CELI, même si on continue de cotiser, les cotisations vont diminuer. Le RIE des enfants va diminuer. Et même le fonds d'urgence, on ira peut-être puiser dans ce fonds d'urgence-là, simplement parce qu'on n'avait pas une assurance vie. Parce que le conjoint décédé n'a pas pris d'assurance vie. Or, imaginons que ce même couple-là avait rencontré un conseiller en sécurité financière et que le ménage faisait 150 000 $, ils allaient prendre une assurance vie. Et généralement, on propose de prendre une assurance vie qui va venir couvrir entre 3 à 5 ans. Donc, si l'un des conjoints faisait 75 000 $, nous allons multiplier par 5. Vous allez calculer ce que ça va donner là-bas. Et ce sera le capital que l'assurance va venir protéger. Vous êtes d'accord que lorsque ce conjoint-là va décéder et que le conjoint survivant va bénéficier de l'assurance vie du capital décès, et mettre ça de côté et récupérer le montant qu'il avait tous les mois, le CELI va continuer pendant un certain nombre d'années, pendant disons 5 ans, le CELIA. Les enfants vont pour l'oreiller des enfants, le fonds d'urgence. Ce conjoint survivant-là, il va continuer
les projets qu'ils avaient lorsque le conjoint décédé était encore là. Il y aura certes le manque physique, mais il n'y aura pas le manque financier. C'est ça le geste d'amour de l'assurance vie. C'est que vous permettez à ceux qui restent de continuer à vivre comme quand vous étiez encore là. Se protéger là, lorsqu'on prend une assurance vie, on protège ce qu'on aime, on protège le patrimoine qu'on a bâti et on protège l'avenir de ceux qu'on aime. Ça, c'est une autre option. Alors, je ne sais pas ceux qui sont là depuis le début. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous doutez encore de pourquoi est-ce que de l'importance de l'assurance vie? Est-ce que vous pensez encore que l'assurance vie, après tout ce que je vous ai expliqué, est-ce que vous pensez toujours que l'assurance vie, c'est seulement pour ceux qui restent? Et quand bien même ce serait pour ceux qui restent, ne serait-ce pas là un geste d'amour pour ceux qu'on aime, de se dire que même s'il y a un manque physique, il y a un manque d'affection, mais que le manque financier ne vienne pas s'ajouter à tout cela. Que le conjoint survivant ne se retrouve pas endetté. Parfois même, vous avez des personnes à charge. Vous avez par exemple vos parents qui sont dans que vos parents vous prenez soin d'eux. Et vous ne voulez pas que si un jour vous n'êtes plus là, que eux, s'ils sont encore là, par exemple, vous pouvez sortir, vous êtes victime d'un accident, vous n'êtes plus là. Vous ne voulez pas que vos parents se retrouvent sans rien, simplement parce que vous n'avez pas été assuré, vous ne vous êtes pas assuré, vous n'avez pas assuré votre revenu. Lorsqu'on parle même d'assurance invalidité, par exemple, ce que les gens appellent généralement assurance salaire ou assurance revenu. C'est au cas où vous vous retrouvez dans l'incapacité d'aller travailler suite à une invalidité. Votre assurance revenu va vous donner entre 50 à 85%, va venir remplacer votre revenu. Pensez-y. Pensez-y. Alors, je ne sais pas ceux qui sont là depuis le début. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous, à ce niveau-ci, vous pensez encore réellement que l'assurance vie, c'est seulement pour les autres? Et n'oubliez pas, plus vous êtes jeune, moins votre assurance, elle est chère. Parce que l'assurance, lorsqu'on prend l'assurance vie, les primes sont basées sur 4 éléments qu'on ne peut pas changer. Premièrement, votre âge. Lorsqu'il s'agit d'assurance, d'assurance vie, pardon, lorsque vous êtes jeune, vous payez moins. Mais deuxièmement, il y a le sexe. Lorsqu'il s'agit des assurances vie, les hommes payent plus cher que les femmes. Mais lorsqu'il s'agit d'assurance invalidité ou maladie grave, les femmes vont payer plus cher que les hommes. Vous voyez, ça c'est le sexe. Maintenant, on va prendre le statut fumeur. On est d'accord que le statut fumeur va payer plus cher que le statut non fumeur. La différence vraiment va se faire sentir. Maintenant, il y a votre état de santé. Si vous avez des antécédents médicaux, il se peut que vous ayez des surprimes ou alors il se peut que que vous ayez des restrictions ou même que vous payez plus cher que quelqu'un qui est totalement en bonne santé. Voilà les points sur lesquels se basent les primes d'assurance. Alors, pour ceux qui sont encore jeunes, c'est pour ça que je disais que lorsque vous avez des enfants, prenez des assurances vie pour eux, payez ces assurances et lorsqu'ils seront adultes, non seulement ils pourront utiliser la valeur de rachat de leurs assurances, mais ils seront assurés à vie. Et parce que vous avez pris leurs assurances quand ils étaient petits, vous allez payer moins que lorsque vous aviez pris ces mêmes assurances pour eux à l'âge de 25 ans, par exemple. Pour quelqu'un qui a 3 ans, qui est en bonne santé, donc vous conservez leur assurabilité. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il y a même une stratégie.
Lorsque vous prenez les assurances vie pour vos enfants, vous aussi, vous avez la possibilité d'utiliser cette assurance-là. Mais ça, il faut le voir avec votre conseiller. Ça, je ne vais pas vous donner ça ici. Allez chercher vos conseillers en sécurité financière. Ils vont vous donner ces stratégies-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du du million dollar baby plan. Voilà. Million dollar baby plan. Est-ce que vous savez c'est quoi? Mettez un en commentaire ceux qui ont déjà entendu parler du million dollar baby plan. Est-ce que vous savez c'est quoi? Allez les gars, commentez. Je sais que vous êtes là. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début. Écrivez un en commentaire pour ceux qui ont déjà entendu parler du million dollar baby plan. C'est quoi le million dollar baby plan? J'espère que je prononce bien. Ouais. Alors dites-moi, écrivez le un pour ceux qui ont déjà entendu parler du million dollar baby plan. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas encore entendu parler, je vous parlerai de ça dans un autre live. Et je vous montrerai, je vous expliquerai si ça vous intéresse. Si vous voulez que je parle de ça, vous pouvez écrire en commentaire million dollar baby plan. Et je saurai qu'il y a des gens intéressés à savoir c'est quoi le million dollar baby plan. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais beaucoup d'Américains utilisent cette stratégie pour s'enrichir de dynastie en dynastie. Ils utilisent cette technique-là pour s'enrichir avec les assurances. Mais beaucoup de gens pensent toujours que les assurances, c'est pour les autres. Les assurances, c'est les affaires des autres. Ils ne savent pas que d'autres personnes, d'autres familles utilisent les assurances pour s'enrichir. Utilisent les assurances de dynastie en dynastie, de génération en génération pour s'enrichir. Il faut connaître. Pour ceux qui me suivent depuis, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous vouliez savoir sur les assurances, par exemple. Est-ce que vous avez des questions, des appréhensions? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur les assurances? Je vais mettre mon numéro pour ceux qui sont intéressés, que vous soyez au Québec ou en Ontario. Si vous avez envie de prendre une consultation, je tiens aussi à préciser que les conseils ou alors travailler avec un conseiller en sécurité financière, généralement, c'est gratuit. C'est pas généralement, c'est gratuit. C'est pas vous qui payez les conseillers, ce sont les compagnies d'assurance qui payent les conseillers. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, si vous voulez me contacter pour prendre soit une assurance, soit pour ouvrir les CELI, les CELIAB, les REER,